Selon certaines légendes, il existerait sous nos pieds un monde souterrain où sommeillerait un dragon. Un dragon qu'il ne faudrait réveiller qu'avec une infinie prudence. Au début du XXe siècle, l'uranium est pratiquement inconnu. Il n'a aucune espèce de valeur. En 40 ans, il est devenu le métal le plus recherché et le plus redouté sur Terre. Voici de l'uranium. En tant que physicien, je suis fasciné par ses propriétés uniques, mais plus encore par la façon dont ce métal a entièrement façonné notre monde moderne. L'uranium change complètement la donne. Dans le premier épisode, nous avons vu que l'uranium était né de l'explosion d'une étoile. L'uranium est capable de changer d'apparence. Un morceau d'uranium peut faire ça tout seul. Nous avons aussi vu comment extraire l'incroyable énergie contenue dans ce minerai. Une masse infime peut dégager une énorme quantité d'énergie. À partir de ce métal, nous avons fabriqué une bombe. Le 16 juillet 1945, à 5h29 et 45 secondes, le rugissement du dragon a retenti. Embarquez avec moi pour un voyage au cœur de l'ère atomique. Voici à quoi ressemble un réacteur nucléaire. Une ère de promesses, mais aussi de crainte pour l'humanité. L'uranium représente tout à la fois le rêve d'une énergie propre et infinie et le cauchemar d'une apocalypse nucléaire. C'est une vraie fournaise, les valeurs explosent. Voici l'histoire d'une roche qui a changé le monde. En 1945, les États-Unis sont en guerre contre le Japon. Les Américains larguent une bombe à l'uranium enrichi sur la ville d'Hiroshima. Le souffle du dragon anéantit tout sur son passage. Trois jours après Hiroshima, la ville de Nagasaki est bombardée à son tour. Ces images illustrent tout le paradoxe de l'uranium. Deux bombes atomiques ont tué 100 000 personnes, tout en mettant définitivement fin à une guerre qui avait fait plusieurs millions de morts. Cette foule en liesse ne se doute pas qu'elle est en train de fêter la fin d'un monde. Plus rien ne sera jamais comme avant. L'ère de l'uranium vient de commencer. The atomic age was born. There is no denying that since that moment, the shadow of the atom bomb has been across all our lives. Wisdom demands that we take time to understand this force, because here, in fact, is the answer to a dream as old as man himself, a giant of limitless power at man's command. Malgré la catastrophe d'Hiroshima, l'uranium est très prometteur. Son potentiel fait rêver. Si seulement la puissance atomique qui a réduit une ville en cendres pouvait être contrôlée, on parviendrait à dompter le dragon. Alors nous n'aurions plus besoin de charbon ou de pétrole pour produire notre énergie. Nous pourrions désormais la puiser dans les particules fondamentales de l'univers, logées dans le cœur de l'atome. L'avenir de notre monde, la nouvelle ère, serait résolument atomique. Today we are reaching into the core of nature itself for a source of energy so great that 1 ounce of matter can yield enough energy to light this 100-watt bulb for 1 million years. L'uranium fait miroiter un monde nouveau où règne la perfection. Atomic cocktail. Push a button, turn it down. You're
work is done for miles and miles. When it hits, it's bound to shake, because it feels just like an earthquake. Here's a drink. Il nous entraîne dans un futur de rêve où l'énergie serait incommensurable. Mais le revers de la médaille ne se fait pas attendre. Atomic cocktail. À la fin de la guerre, les États-Unis sont le seul pays à détenir le secret de la bombe atomique. C'est un club très sélect qui ne compte qu'un seul membre, mais plus pour très longtemps. En 1949, l'Union soviétique teste elle aussi sa bombe atomique. Deux superpuissances s'affrontent à travers deux idéologies, le communisme soviétique et la démocratie occidentale. President Truman's dramatic announcement that Russia had the atom secret caused State Departments all over the world to stir uneasily. L'uranium fait naître un nouveau type de guerre. Exit le conflit armé. Voici venu le temps de la guerre froide. C'est à celui des deux camps qui construira la plus grosse bombe atomique. Here at the Atomic Energy Commission's Nevada test site, a program to test the effects of an atomic blast upon the things we use in our everyday lives. Naturally, I was very interested in preparations for the testing of textiles and synthetic fabrics. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You know now, people got worried over the land, just like the people in Japan. God told Elijah he'd send down fire from the sky. Sure don't know about the rainbow sign. Don't be water but fire next time. You know now, everybody worried about that atom bomb. Avec l'uranium, l'être humain se trouve confronté à une énergie primaire de notre univers et face à une de ses émotions ancestrales, la peur. L'uranium donne naissance à un genre cinématographique, les films de monstres de l'âge nucléaire. There it is now, attacking the United Nations building. Mais l'horreur rattrape la réalité. L'être humain est dès à présent détenteur d'un moyen d'éradiquer toute forme de vie sur Terre. We will all burn together when we burn. There'll be no need to stand and wait your turn. When it's time for the fallout and St. Peter calls us all out, we'll just drop our agendas and adjourn. We will all go together when we go, every Hottentot and every Eskimo. When the air becomes Uranus, we will all go simultaneous. Yes, we all will go together when we all go together. Yes, we all will go together when we go. À quelques mètres sous mes pieds se trouve un endroit qui ressemble à l'enfer et d'où pourrait naître la fin du monde. Salut Derek. Comment vas-tu? Bien, merci. Bienvenue sur le site 17. Sympa ton ascenseur. Et comment? Viens avec moi, je vais te faire visiter. Merci. Je t'en prie. Cette base était opérationnelle de 1963 à 1982. Elle a été construite pour abriter une arme de terreur de la guerre froide dans un silo souterrain. Nous voilà au deuxième sous-sol du silo, à une dizaine de mètres sous terre. Et voici le tube de lancement. Je te présente Titan II, le plus grand et le plus puissant missile jamais développé par les États-Unis. C'est une bombe de 9 mégatonnes. Et comparé à Hiroshima?
environ 650 fois plus puissante. C'est un véritable monstre. L'idée derrière le Titan II, c'était de menacer l'ennemi d'une terrible riposte pour qu'il réfléchisse à 2 fois avant de nous attaquer. À 10 mètres sous terre, dans cet affreux bunker de béton, on peut encaisser une première frappe et lancer une contre-attaque. À ce stade, les conséquences pour l'ennemi seraient tellement atroces qu'il renoncerait à prendre le risque de lancer les hostilités. C'est ce qu'on appelle la force de dissuasion. Nous pensons qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, la menace nucléaire a disparu. Mais il existe à ce jour encore plus de 16 000 armes nucléaires dans le monde, plus qu'il n'en faut pour tout réduire à néant. On a naturellement tendance à avoir peur de ces missiles de l'ère atomique, mais au-delà des bombes qu'ils ont servi à lancer, ces missiles nous ont aussi permis de partir à la conquête de l'espace. Neil Armstrong a décollé grâce à un de ces missiles. Et en 1977, c'est aussi un missile Titan qui a lancé la sonde Voyager dans l'espace. 40 ans après avoir quitté notre système solaire, Voyager continue d'explorer l'espace et de nous envoyer des données. Ses batteries fonctionnent à l'énergie nucléaire. L'émission lente de son rayonnement génère de la chaleur qui est transformée en électricité. Elle ne pourrait pas fonctionner à l'énergie solaire et des batteries classiques ne tiendraient pas assez longtemps. C'est grâce à l'uranium que nous pouvons voir ces images. Mes pérégrinations m'ont mené jusqu'à cette terre sacrée, qui renferme une des plus grandes réserves d'uranium du monde. Selon les légendes ancestrales, un esprit très puissant de la création sommeille en son sein. C'est là que je retrouve Jeffrey Lee, l'héritier traditionnel de cette terre. J'ai la chair de poule quand je foule ce sol. Il ne faut rien déranger et surtout ne toucher à rien. Selon les croyances de sa communauté, le malheur s'abattra sur quiconque viendrait déranger l'esprit contenu dans la terre. C'est pour cette raison que Jeffrey a refusé les 5 millions de dollars proposés pour construire une mine à cet endroit. Il y a des tonnes d'uranium sous nos pieds, mais je ne veux surtout pas qu'on ouvre cette terre. Si vous touchez à cet endroit, l'esprit sortira et le malheur s'abattra sur vous. Depuis l'entrée dans l'ère de l'uranium, nous avons dû apprendre à vivre avec le dragon. Le 26 avril 1986, à des milliers de kilomètres d'ici, une catastrophe nucléaire s'est produite sur un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. L'un des réacteurs fonctionnant à l'uranium explose, libérant des rayonnements radioactifs dans toute l'Europe. A radioactive cloud headed north across Poland today and into Denmark, where radiation levels were 5 times normal, to Finland 6 times normal, to Norway. Des soldats sont envoyés sur place pour éteindre le feu. Afin de limiter leur exposition aux puissants rayonnements, ils restent très peu de temps sur place et fonctionnent sur un système de roulement. Les pompiers de la ville de Tchernobyl sont des premiers à intervenir dès l'aube. Ces hommes au courage exemplaire entrent dans une zone extrêmement irradiée et maîtrisent l'incendie. Ensuite, ils sont transportés à l'hôpital où ils décèdent rapidement. Dans la ville voisine de Pripyat, on demande à la population d'emporter quelques affaires pour une évacuation temporaire. Plus personne ne reviendra vivre ici. En raison du niveau élevé de radioactivité, la ville et la campagne environnante sont désertées et déclarées en zone interdite.
la fameuse zone interdite de Tchernobyl. Me voici en compagnie d'une physicienne spécialisée en médecine nucléaire qui se présente sous le nom de BioNerd. Elle est déjà venue ici à plusieurs reprises pour étudier les effets du rayonnement. Regarde tout ce rayonnement. Attends, le niveau augmente. On a dépassé les 5 microsieverts par heure. Oh. Et ça continue. 8, 9. L'alarme de mon compteur Geiger s'est déclenchée. La machine s'affole. On est à 11 microsieverts par heure, soit un taux 100 fois plus élevé que dans les conditions normales. Quand je parle de conditions normales, je désigne l'irradiation naturelle de la Terre. En moyenne, elle s'élève à 0,2 microsieverts par heure. Mais ici, naturel ne veut plus rien dire. Avec BioNerd, on se rend sur le site où a eu lieu la pire catastrophe nucléaire de tous les temps. Nous allons à Pripyat. Ici, la forêt reprend doucement le dessus sur la ville. Les temps de visite sont limités. Et personne n'a le droit d'y passer la nuit. À l'époque, c'était une ville modèle. Elle comptait 50 000 habitants. Pour la plupart, des ouvriers de la centrale nucléaire avec leurs familles. Voilà à quoi ressemble le monde sans la présence de l'homme. Les réacteurs nucléaires, comme celui de Tchernobyl, scindent les atomes d'uranium en 2 fragments, ce qui génère de la chaleur, puis de l'électricité. Ce processus s'appelle la fission nucléaire. Lorsque le réacteur de Tchernobyl a explosé, les fragments issus de cette fission se sont propagés sur la ville comme un nuage de poussière. Notre compteur Geiger sert à mesurer le rayonnement induit par cette poussière invisible, composée d'atomes d'uranium et des produits de fission radioactifs. Quels sont les effets biologiques d'une exposition au rayonnement? Une exposition à un niveau élevé de rayonnement a des effets dévastateurs. C'est le corps dans son ensemble qui souffre. Ça attaque le système immunitaire et endommage l'ADN. Les cellules meurent. Et sans cellules, il n'y a pas de vie possible. Les effets d'une irradiation par les rayonnements dépendent toujours du niveau et de la durée d'exposition. Si je vous demande de boire une bouteille de vodka d'une traite, l'alcool aura l'effet d'un poison. Et il y a de grandes chances que vous finissiez à l'hôpital. Si je vous demande de boire la même bouteille en l'espace d'1 an, vous ne ressentirez aucun effet. Plus le taux et la durée d'exposition sont élevés, plus les rayonnements ont un effet toxique sur le corps. Le plus insidieux avec les radiations, c'est qu'on ne peut ni les voir, ni les sentir, ni les toucher. Cet environnement peut paraître sain. Eh bien, pas du tout. Les effets d'une exposition à des rayonnements sont eux-mêmes invisibles et pas forcément immédiats. Peut-être que d'ici une dizaine d'années, on vous diagnostiquera une leucémie. Mais qui sera en mesure d'affirmer qu'elle est bel et bien causée par une exposition aux radiations? C'est justement ça qui fait très peur aux gens. Je m'apprête à entrer dans l'hôpital de Pripyat, là où les pompiers qui avaient combattu le feu dans le réacteur de Tchernobyl ont été emmenés. Et voici l'entrée des urgences.
Les pompiers ont franchi cette porte après l'explosion de la centrale. Les vêtements qu'ils portaient pendant l'intervention sont encore dans les sous-sols. Je veux aller voir par moi-même à quel point ces vêtements sont contaminés. J'ai aussi envie de comprendre ce que ces pompiers ont vécu. D'après BioNerd, le niveau d'irradiation au sous-sol pourrait être 10 000 fois supérieur à la normale. Se protéger du danger est donc indispensable. Il faut à tout prix éviter d'ingérer ou d'inhaler cette substance. C'est maintenant que je prends vraiment conscience du danger. L'irradiation au sous-sol provient essentiellement d'un fragment issu de la fission des atomes d'uranium qui porte le nom de césium-137. Ce que vous entendez, ce sont les rayonnements qu'il émet. Pour l'instant, le niveau est assez bas. Attention à ta tête. L'irradiation au sous-sol n'est pas très élevée. On n'est qu'à 1 microsievert par heure. Il faut faire attention à ne pas trouer nos bottes sur ces déchets. À droite, voilà la pièce qui nous intéresse. Ne marche pas là-dessus. Ça augmente. Il y a une chaussure. On est à 25 microsieverts par heure. Non, 26. Il y a un objet très contaminé dans le coin. C'est une partie d'un équipement. 80. Ça augmente sérieusement. Sur le sol, on trouve une botte qui a appartenu à un pompier de Tchernobyl. Combien sur la botte? 2 millisieverts par heure. 2 millisieverts par heure? C'est au-dessus des valeurs limites. L'irradiation est 10 000 fois supérieure à la normale. On a trouvé une pièce avec les équipements des pompiers. Des combinaisons, des bottes, des casques sont étalés par terre. Le compteur s'affole. Devant la porte, je suis à un demi-millisievert. 500 microsieverts par heure à l'extérieur de la pièce. Je suis soulagé de rester dehors. BioNerd, par contre, entre. On a dépassé les limites du compteur. On ferait mieux d'y aller. Viens, on sort d'ici. On est resté seulement 4 minutes au sous-sol pour voir ces vêtements de pompier, mais c'était largement suffisant. Sacrée épreuve. Pour vous donner une idée plus précise, si j'étais resté 1 heure dans ce sous-sol, j'aurais reçu une dose équivalente à 1 an d'irradiation dans des conditions normales. Et recevoir toute la dose en une fois est bien plus nocif que si elle est étalée sur une année. Le corps n'a pas le temps de réparer les dégâts causés par les rayonnements, et ça devient dangereux pour la santé. Mais pourquoi ce lieu est-il toujours aussi toxique? Pour le comprendre, il faut connaître la notion de demi-vie, soit la vitesse de désintégration naturelle des atomes radioactifs. Imaginez que ce ballon soit un atome de césium-137 instable. À un moment donné, cet atome se fragmentera en particules, lesquelles finiront par devenir inoffensives.
Mais je ne peux pas vous dire à quel moment cela se produira. Aujourd'hui, dans une semaine, dans 100 ans, personne n'est en mesure de le prédire. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Imaginez une grande quantité d'atomes. Dans 30 ans, exactement la moitié de ces atomes aura perdu son caractère radioactif et ne sera plus dangereux. La demi-vie du césium-137 est de 30 ans. Dans peu de temps, on fêtera le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. La moitié du césium-137 libéré lors de l'explosion a déjà perdu sa radioactivité. L'autre non. Vous comprenez maintenant pourquoi il est toujours dangereux de s'approcher des vêtements des pompiers et pourquoi cet endroit restera inhabitable pendant des centaines d'années. L'uranium a chassé la population de Pripyat à jamais. Certains fragments issus de la division des atomes d'uranium ont des demi-vies de quelques secondes. Celle du césium-137 est de plusieurs décennies. On peut apercevoir le réacteur de Tchernobyl à l'horizon. Il contient l'élément qui détient le record de longévité toutes catégories confondues, l'uranium pur. Après l'accident de 1986, le réacteur nucléaire a été confiné dans le sarcophage que vous voyez. Mais les années l'ont fragilisé et il faut aujourd'hui le remplacer. Une nouvelle arche de confinement est actuellement en construction. On ne peut pas la construire directement autour de l'ancien sarcophage parce que le taux d'irradiation est toujours trop élevé. On va donc devoir faire glisser la nouvelle structure autour de l'ancienne. Cette structure va coûter des milliards de dollars et ne va tenir qu'une centaine d'années. Cette solution est provisoire. La demi-vie de l'uranium-238 est de 4,5 milliards d'années, soit la durée de vie de la Terre. Ce qui signifie que dans 5 milliards d'années, quand toute forme de vie se sera éteinte et que le Soleil engloutira notre planète, seule la moitié de l'uranium enfermé dans ce sarcophage aura disparu. Mais le réacteur contient d'autres fragments radioactifs dangereux issus de la fission des atomes, avec des demi-vies beaucoup plus courtes. Or, certains d'entre eux peuvent contribuer à sauver des vies. Tout ce qui menace la vie à Tchernobyl peut sauver des vies ici. Voilà, je suis fin prêt pour aller voir l'unique réacteur nucléaire d'Australie de plus près. Il ne sert pas à créer de l'énergie, mais à faire avancer la recherche. Le produit fabriqué ici s'appelle le technétium 99M. Et le plus fascinant, c'est l'endroit où il est fabriqué. Please proceed. Voici à quoi ressemble un réacteur nucléaire. On peut apercevoir par transparence le cœur du réacteur, au fond de ce bassin de 12 mètres de profondeur. La luminosité bleue qu'on aperçoit autour du cœur est produite par l'effet Cherenkov. Elle résulte du déplacement des électrons à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu, créant une onde de choc. Le flash de lumière bleue forme un cône derrière chaque électron. Au fond du bassin, les atomes d'uranium sont fragmentés. C'est la première étape de la fabrication du technétium 99M. Le technétium 99M possède une demi-vie de 6 heures. C'est un produit indispensable en médecine pour diagnostiquer les cancers. J'ai rendez-vous avec Jason.
En 2001, j'ai ressenti une forte douleur à la jambe en jouant au football australien. Ça me faisait de plus en plus mal et j'ai cru que je m'étais esquinté la hanche. J'ai consulté un chirurgien orthopédique, pensant que je devais être opéré, mais il m'a annoncé que j'avais une grosse tumeur à la jambe. J'ai subi beaucoup d'analyses, mais celle qui va suivre sera la plus révélatrice. Est-ce que vous pensez être radioactif? Aucune idée, à vous de me le dire. Apparemment, vous n'êtes pas très radioactif. En tout cas, pas plus que n'importe quel objet de cet hôpital. Mais l'heure est venue d'injecter à Jason le très radioactif technétium 99M. L'alarme se déclenche. On est au même niveau de radiation qu'à Tchernobyl. Le produit qu'on vous injecte contient des fragments d'uranium. Si vous le dites. Ça ne vous fait pas peur? Mes yeux sont ouverts et je respire, donc ça va. Mon compteur Geiger sonne pour m'indiquer que je suis proche d'une source radioactive. Actuellement, Jason émet des rayons gamma en grande quantité. Cette machine fonctionne sur le même principe que mon compteur Geiger. Elle détecte les rayons gamma et les fait apparaître à l'écran. Le technétium se concentre à l'endroit où se développe le cancer. Si des tumeurs se développent dans le corps de Jason, elles apparaissent sous forme de zones lumineuses. Cette technique nous permet de détecter les cancers de manière précoce et donc de mieux les traiter. Et qu'en est-il de Jason, à qui on a injecté du technétium 99M? C'est là où la demi-vie de 6 heures entre en jeu. 268. 300. Impressionnant. On atteint des sommets à cet endroit-là. Le compteur affichait les mêmes valeurs quand je me trouvais à quelques centaines de mètres du réacteur de Tchernobyl. Incroyable. Vous avez déjà entendu parler de la demi-vie? Non. C'est le temps nécessaire pour que disparaisse la moitié du produit qu'on vous a injecté. Le compteur affiche 200 microsieverts par heure. Sachant que ce produit a une demi-vie de 6 heures, cela signifie que le compteur affichera 100 microsieverts dans 6 heures, 50 dans 12 heures, 25 dans 18 heures, etc. La quantité est divisée par 2 toutes les 6 heures. Les fragments d'uranium qui se sont dispersés sur Tchernobyl avaient une demi-vie supérieure à 6 heures. Et je me demande ce que sont devenus les habitants de la région. Je suis à Londres pour rencontrer quelqu'un qui connaît très bien Tchernobyl. Me voici au département de pathologie moléculaire en cancérologie, à l'Imperial College London, où travaille Géraldine Thomas. Elle effectue des prélèvements biologiques depuis plus de 20 ans pour tenter de déterminer les conséquences de Tchernobyl sur la santé. Au début des années 90, on a constaté une forte augmentation des cancers de la thyroïde chez les sujets qui étaient jeunes au moment de l'accident. Le cancer de la thyroïde chez les moins de 14-16 ans est extrêmement rare. Mais après 1986, c'est cette population qui a commencé à développer des cancers de la thyroïde. Une énorme quantité d'iode s'est propagée dans l'air suite à l'explosion du réacteur. Elle s'est disséminée dans l'atmosphère, mais sous l'effet de la pluie, elle est retombée et s'est infiltrée dans la terre. Les vaches se nourrissent d'herbe. L'iode s'est donc concentré dans le lait, qui a ensuite été bu par les enfants. Une grande partie de l'iode ingéré libère ses rayons au niveau de la thyroïde, d'où l'augmentation des cancers de la thyroïde. À l'air libre, l'iode a une demi-vie très courte d'à peine 8 jours. Elle avait donc totalement disparu de l'environnement 3 mois après sa dissémination. Je voudrais vraiment connaître l'impact de Tchernobyl sur la vie des gens. 28 personnes ont été exposées à un très haut niveau de rayonnement. Les pompiers qui ont éteint le feu dans le réacteur sont décédés d'un syndrome d'irradiation aiguë. Et à ce jour, on dénombre 15 décès des suites d'un cancer de la thyroïde. C'est moins que le nombre de gens qui meurent en tombant de leur lit au Royaume-Uni.
Le bilan de Tchernobyl est controversé. Un rapport des Nations Unies attribue ces 15 décès au cancer de la thyroïde. Et à ce jour, aucun autre lien n'a pu être établi entre le développement d'une maladie et la radioactivité. Il faut bien préciser « à ce jour », car certains cancers ne se déclarent qu'au bout de quelques dizaines d'années. Selon vous, combien de temps Tchernobyl sera encore inhabitable? Tchernobyl n'est pas inhabitable. Il y a même pas mal de gens qui y vivent. Ce sont pour la plupart des personnes âgées dont la famille habitait dans la région depuis des générations et qui sont revenus vivre sur leur terre. Je fais la connaissance d'Ivan et de Maria, qui sont revenus vivre dans leur village malgré le danger de la radioactivité. Vous habitiez ici il y a 30 ans? Oui. On s'est installé ici il y a 50 ans, après notre mariage. Vous êtes attaché à cet endroit? Ah oui, beaucoup. On ne peut pas s'en passer. En plus, personne ne vient nous embêter ici. C'est ça qui nous plaît. Des gens viennent souvent faire des prélèvements d'eau dans notre puits. L'eau a toujours été très pure ici. Pêcher ou cueillir des champignons ne présente aucun danger. Ce couple vit en marge de la société, en autarcie. Leur eau provient du puits. Ils coupent leur herbe à l'aide d'une faux et cultivent eux-mêmes leurs légumes. Allez, un peu de nerf. Oui, je continue. Ce mode de vie découle directement de la plus grande catastrophe nucléaire qui ait jamais eu lieu sur Terre. Ne va pas trop vite. Prends ton temps. Cette zone est située au sud du réacteur. Étant donné que le vent soufflait dans le sens inverse le jour de l'accident, la majorité de cette air n'a pas du tout été contaminée. Mon compteur indique 0,15 microsieverts par heure. Très probablement le même taux que l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Tout le monde sait que des niveaux élevés d'irradiation sont dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce qu'on entend par niveau élevé? L'irradiation, c'est un peu comme l'exposition au soleil. On sait qu'il existe un lien entre exposition au soleil et cancer de la peau, ou mélanome. Les gens l'acceptent et personne ne parle jamais de dose raisonnable d'exposition au soleil. Pour les radiations, c'est exactement pareil. Cela ne pose aucun problème de s'exposer à petite dose. S'exposer à haute dose, par contre, s'avère extrêmement dangereux. C'est comme abuser de la consommation d'alcool. Notre espèce est très ancienne. Au cours de l'évolution, le corps humain a dû apprendre à vivre avec un taux très bas de radioactivité. C'est peut-être même ce qui lui a permis d'évoluer. Nous savons que la radioactivité provoque des mutations dans notre ADN. On pourrait donc même affirmer que l'être humain est parfaitement adapté à un environnement faiblement radioactif. La vie a évolué sur une Terre radioactive. La désintégration de l'uranium aide la Terre à conserver chaleur et fluidité. Les continents se déplacent lentement à la surface de la Terre, telles des plaques mouvantes. Ce mouvement, justement, provoque des tremblements de terre. C'est ce qui s'est produit l'après-midi du vendredi 11 mars 2011, au large des côtes japonaises. With just 10 minutes warning, after the quake came the tsunami. A 7-meter wave, relentless in its power. The huge white cloud bursting across the horizon is the #1 reactor shed at the Fukushima Daiichi nuclear power Japan has declared an plant. atomic emergency, and there are fears of radioactive leaks from a nuclear reactor in the disaster zone. Nous voilà dans la ville d'Okuma, qui n'est plus habitée depuis plus de 3 ans.
Le niveau de rayonnement varie entre 5 et 6 microsieverts par heure, soit 50 fois plus élevé que la normale. Plus personne n'est autorisé à venir ici. Quelques 150 000 personnes ont été évacuées des environs de la centrale de Fukushima. Les familles se sont vues contraintes de quitter leur foyer, et nombreuses sont celles qui n'ont d'autre choix que de vivre dans des préfabriqués comme celui-ci. Je suis reçu par la famille Togawa, qui habite ici depuis son évacuation en 2011. Konnichiwa. Watashi wa Derek desu. Yuka desu. Yuka. Ina desu. Ina. Shoshiro desu. Shoshiro. Les Togawa ne sont plus autorisés à retourner vivre dans leur foyer, mais ils peuvent y aller en visite. Le couple laisse ses enfants seuls un moment, le temps de m'emmener voir la maison de la famille avant la catastrophe. L'alarme se déclenche à partir de 5. On vient de traverser une zone fortement irradiée. Comme pour Tchernobyl, le secteur proche du réacteur de Fukushima est classé en zone interdite. Le droit d'entrée n'est accordé qu'aux anciens résidents de la communauté quand les conditions de sécurité l'autorisent. Si Madame Togawa enfile une combinaison, ce n'est pas pour se protéger des radiations, mais des herbes hautes piquantes qui ont envahi le jardin. Dans la maison, le niveau de radiation s'élève à 2 microsieverts par heure. Il se peut que ça augmente un peu dans le jardin, mais à mon avis, ça ne devrait pas être trop dangereux. Nous voici dans l'ancienne maison des Togawa. En la quittant il y a 3 ans, ils pensaient revenir assez vite. C'est pour ça que toutes leurs affaires sont encore là. Tiens, les uniformes d'école des enfants. Je les ai vus ce matin. Et je peux vous dire qu'ils ne rentrent plus dedans. La communauté dans laquelle j'ai grandi n'existe plus aujourd'hui. Tous les gens que je connais ont subi un grand traumatisme et ont développé des troubles psychologiques. Le plus lourd tribut est probablement d'ordre psychologique. Dépression, maladie, suicide. Suite à la catastrophe de Fukushima, le Japon décide de fermer tous ses réacteurs nucléaires. L'Allemagne fait de même, et l'uranium semble être une source d'énergie sur le déclin. Notre boulimie énergétique, en revanche, est loin de se calmer. La Terre compte aujourd'hui 7 milliards d'habitants. Entre maintenant et 2050, nous aurons utilisé plus d'énergie qu'il n'en a été consommé dans toute l'histoire de l'humanité. L'uranium, ce minerai né de l'explosion d'une étoile, est si riche énergétiquement parlant que la tentation est trop forte. Au total, on dénombre 400 centrales nucléaires réparties dans 30 pays. 70 autres centrales sont en construction. L'énergie nucléaire a encore de beaux jours devant elle. Les cheminées que vous voyez derrière moi ne crachent pas de fumée. C'est de la vapeur d'eau. Aucun signe de radioactivité. Mon compteur Geiger n'a jamais affiché un taux aussi bas. Cette centrale nucléaire ne rejette pas non plus de gaz carbonique. Peut-on pour autant parler d'énergie propre? Cette solution énergétique pose toutefois un gros problème.
Actuellement, la majorité des centrales nucléaires utilisent à peine 5% de leur combustible nucléaire. Les 95% restants sont des déchets hautement radioactifs. Aux États-Unis, 72 000 tonnes de déchets radioactifs sont stockés dans des containers semblables à ceux-là. Certains de ces déchets doivent rester stockés au minimum 100 000 ans avant d'avoir intégralement perdu leur radioactivité. La sécurité entourant le stockage de ces déchets est confiée à une entreprise dont les dirigeants et les actionnaires engagent leurs responsabilités pour une durée de 100 000 ans. Et si ces déchets étaient recyclables? Leslie Dewan fait partie de la nouvelle génération d'ingénieurs nucléaires qui façonnent l'avenir des réacteurs nucléaires. La plupart des déchets nucléaires restent radioactifs durant des centaines de milliers d'années. Le réacteur que j'ai imaginé est capable d'extraire l'énergie restante de ces déchets. Si on alimentait ce réacteur avec tous nos déchets, on pourrait fournir le monde en énergie pendant 72 ans, en tenant compte de l'augmentation de la demande. En quoi votre réacteur est-il différent? Il utilise du fluorure de sodium à l'état liquide. En cas d'accident, pas de danger. Le réacteur s'éteint automatiquement. C'est un réacteur qui peut être entièrement alimenté à partir de déchets radioactifs, ce qui est moins coûteux que le charbon. Fukushima nous a donné un regain de motivation pour travailler à l'évolution des réacteurs nucléaires. Nous savons que l'énergie nucléaire est une alternative séduisante face à la production d'électricité au charbon. Mais moderniser toutes les centrales demande beaucoup de temps et d'investissement. La route est encore longue. Selon Leslie, ce type de réacteur pourrait être opérationnel dans moins de 10 ans. De mon côté, j'ai voulu savoir ce que ça faisait de vivre avec des réacteurs nucléaires en face de chez soi. À mon avis, il y a un risque modéré à vivre à proximité d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique. Mais bien entendu, en cas de catastrophe, toute la région en aurait pour une cinquantaine d'années avant de redevenir habitable. Rob et Shannon se sont installés ici en 2011, peu après l'accident de Fukushima. Parlez-moi un peu de la sirène. Elle se déclenche tous les premiers mercredis du mois. Ça dure un petit moment. On nous a dit que c'était pour vérifier qu'elle fonctionnait correctement. C'est un test. Elle s'est déjà déclenchée à un autre moment? Oui, un jour j'étais à la maison avec les enfants. Quand on l'a entendue, on n'a plus bougé. Il y a toujours la crainte de l'explosion ou de la fuite quelque part. On se demande ce qui nous arriverait. Donc sur le moment, on a un peu paniqué. Il paraît que c'est l'énergie la plus propre qui existe, qu'elle ne rejette aucun polluant. Ça, c'est le grand avantage. L'inconvénient, c'est le risque qu'il arrive la même chose qu'à Tchernobyl et Fukushima. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque est modéré. Rob et Shannon ont peut-être raison. Toute l'histoire de l'uranium repose peut-être sur un risque modéré. J'ai emporté ce détecteur avec moi partout où je suis allé depuis le début de mon enquête sur l'uranium. Il sert à mesurer le niveau total de mon exposition aux radiations. Je l'ai porté ici, sur une des plus grandes réserves d'uranium de la planète, où ce précieux minerai fait partie intégrante des histoires de la création de ce peuple millénaire. Je l'ai trimballé dans des endroits qui seront encore inhabitables dans des centaines d'années. J'ai découvert comment nous avons capturé l'uranium et libéré le dragon féroce il y a 70 ans au Nouveau-Mexique, marquant l'entrée de l'humanité dans l'ère du nucléaire. Men being what they are, wouldn't it really have been better if this thing hadn't been invented? Of course you're right, Mr. Benson. The energy in the atom is the most destructive force the world has ever seen. It can also be one of the greatest blessings God has ever given us. Which is it to be? Because on that depends the future of mankind.
Alors qu'est-ce qu'on en fait de cet uranium? En tant que scientifique, il est difficile de rester indifférent devant cette source d'énergie avec autant de potentiel. Car des avantages, l'uranium en a, et pas des moindres. Mais après l'avoir étudié et parcouru le monde pour comprendre son histoire, je ne peux m'empêcher de penser qu'on n'est pas encore prêt pour l'exploiter. On fait tellement de progrès dans les énergies renouvelables. Peut-être représente-t-elle une bonne alternative. Faut-il vraiment prendre le risque de sacrifier un autre endroit comme celui-ci? Nous vivons dans l'ère de la suprématie du dragon nucléaire. Jusqu'où cela nous mènera-t-il? Personne n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, l'avenir sans uranium est pour l'instant impensable. L'uranium m'a réservé une dernière surprise. Après tous les endroits radioactifs que j'ai visités, quel est le niveau d'irradiation indiqué par mon détecteur? Dans des conditions environnementales normales, notre corps absorbe en moyenne 2000 microsieverts par an. Je n'en suis qu'à 280 de plus. Le jeu en valait bien la chandelle.